On connaît tous l'histoire, on l'a appris à l'école, l'État c'est le début de la civilisation, le moment où l'humanité a mis de l'ordre dans le chaos. Eh bien, dans cette analyse, on va voir que cette belle histoire ne tient pas vraiment la route. En se basant sur les travaux de James C. Scott, on va découvrir que la naissance des premiers États ressemble beaucoup plus à une histoire de contrôle, de coercition, bref, une histoire bien plus sombre. Oui, le récit habituel, il est simple, presque trop simple. L'humanité invente l'agriculture, elle arrête de bouger, et puis hop, comme par magie, elle crée des États pour bien s'organiser. On nous présente ça comme une étape logique, inévitable, et surtout comme un progrès immense pour tout le monde. C'est là que la question de Scott vient tout chambouler. Et si l'État, ce n'était pas du tout une libération, mais plutôt une machine. Une machine prédatrice, conçue pour une seule chose, capturer les gens et les contrôler. Et si la civilisation, finalement, c'était juste un autre mot pour l'asservissement? Bon, alors comment on commence à démonter cette belle histoire? Eh bien, la première grosse fissure dans le récit officiel, c'est un problème de chronologie, un décalage si énorme qu'il oblige à tout repenser. Regardons ça de plus près. On a des preuves de villages sédentaires il y a 12 000 ans. On domestique le blé, l'orge, les animaux il y a environ 8 000 ans. Les communautés agricoles sont bien installées il y a 6 000 ans. Bref, toutes les briques de la civilisation, comme on dit, sont en place. Et pourtant, les tout premiers États, eux, n'apparaissent que bien plus tard, vers 3100 avant notre ère. Ça nous laisse un vide, un trou de 4000 ans. 4 millénaires pendant lesquels les humains ont cultivé la terre, ont vécu dans des villages, mais sans État. C'est ça la grande énigme. Si l'État était une idée si géniale, si c'était vraiment la meilleure façon de vivre, pourquoi est-ce que l'humanité a attendu 4000 ans avant de s'y mettre, alors que tout était prêt? La réponse, c'est peut-être que l'État n'a pas été une avancée choisie, mais une capture subie. Cette idée de capture, elle nous amène à une question clé. Pour comprendre la nature de l'État, il faut comprendre ce qu'il mange. Parce que l'État, en fait, n'a rien créé. Il est venu se brancher sur un système qui existait déjà. Avant l'État, il y avait ce que Scott appelle le complexe agronéolithique. Il faut imaginer ça comme une concentration de richesses incroyable pour l'époque. Des gens, des animaux et surtout des tonnes de céréales, tout ça au même endroit. Ce n'était pas une étape vers l'État, non. C'était la cible parfaite pour lui. Un garde-manger à ciel ouvert. Et le rôle des céréales là-dedans, c'est absolument central. Pensez-y, les céréales, comme le blé, ça pousse en surface, tout mûrit en même temps, c'est facile à compter, à stocker. C'est la culture parfaite pour l'impôt. Le collecteur sait exactement quand venir et combien il peut prendre. C'est pas du tout comme des pommes de terre qui sont sous terre et qu'on peut récolter au fur et à mesure. Les céréales, c'est lisible pour l'État. Donc voilà le point crucial à retenir. L'État n'est pas le jardinier qui a fait pousser l'abondance. C'est une entité qui est arrivée après, qui s'est greffée sur cette abondance et qui a commencé à la pomper pour son propre profit. C'est l'image du parasite qui s'installe sur son hôte. D'accord, donc l'État a trouvé sa source d'énergie. Maintenant, comment il s'assure de pouvoir la prélever encore et encore, de manière systématique? Eh bien, il va développer un outil redoutable, la bureaucratie. Cette phrase de Proudhon, elle est plus récente, mais elle tape dans le mille. Elle décrit parfaitement la logique de l'État. Le but, ce n'est pas de faire le bonheur des gens. Le but, c'est la lisibilité. Rendre la société simple à lire, facile à mesurer, pour savoir exactement où prendre les ressources. Et ça, c'est la preuve par l'image. Les plus vieilles traces d'écriture qu'on ait retrouvées, ce ne sont pas des poèmes ou des récits épiques, non, ce sont des livres de contes. Des listes de sacs de grains, de têtes de bétail, d'esclaves. L'écriture est née comme un outil de comptable pour l'État. C'est le logiciel qui fait tourner la machine à extraire. Pour l'État, la nature, c'est compliqué, c'est le bazar. Une forêt, c'est illisible. Par contre, un champ de blé bien aligné, ça c'est clair, c'est un revenu prévisible. Eh bien c'est pareil pour les gens. Une population qui bouge, qui a ses propres coutumes, c'est un cauchemar pour l'administration. Alors il faut tout simplifier. Recenser, enregistrer, classer, mettre les gens dans des cases. Transformer des êtres humains en ligne sur un registre. Et là, on arrive vraiment au cœur du réacteur de la machine étatique, son composant le plus sombre mais aussi le plus indispensable, sa dépendance totale au travail forcé. Le problème de base pour les premiers dirigeants était simple. Pourquoi est-ce qu'un paysan accepterait de son plein gré de travailler 2 fois plus pour payer des impôts, d'aller mourir à la guerre et de risquer d'attraper des maladies dans une ville surpeuplée? Honnêtement, la plupart des gens, s'ils avaient eu le choix, seraient juste partis. Ils auraient fui. C'est là qu'on voit la logique froide, implacable de l'État esclavagiste. Des gens libres, c'est trop compliqué à gérer. Ils peuvent partir, ils ne produisent pas forcément plus que ce dont ils ont besoin, alors que le travail non libre, les esclaves, les serfs, les prisonniers de guerre, c'est la solution parfaite. On peut les forcer à produire un surplus, on peut les obliger à faire les pires corvées, comme creuser des canaux ou travailler dans les mines.
Scott utilise une analogie qui peut choquer, mais qui est terriblement parlante. Il appelle ça la domestication humaine. En gros, l'État traite sa population comme un éleveur traite son bétail. Il gère son travail, sa nourriture, mais aussi, et c'est crucial, sa reproduction. Surtout celle des femmes captives, qui était vue comme un moyen d'augmenter la taille du troupeau de main-d'œuvre. Cette phrase est juste parfaite. Elle résume tout. Les grands murs des premières cités-États, ce n'était pas seulement pour se défendre des ennemis extérieurs, c'était aussi les murs d'une prison. Une prison conçue pour empêcher la ressource la plus précieuse de l'État, sa population, de s'échapper. Pour terminer, on va faire un dernier retournement de situation. Si l'État, c'est une cage, qu'est-ce qui se passait à l'extérieur? Est-ce que c'était vraiment le chaos, la sauvagerie qu'on nous décrit? Le mot effondrement change complètement de sens selon qui parle. Pour le roi et les élites, la chute de l'État, c'est une catastrophe, un âge sombre. Mais pour le paysan écrasé d'impôts ou pour l'esclave, la fin de l'État, ça pouvait vouloir dire la liberté. Une meilleure santé, moins de travail, plus de sécurité. L'âge sombre des uns était peut-être l'âge d'or des autres. Ce proverbe est génial, il nous met directement dans la tête de ceux qu'on appelait les barbares. Pour eux, l'État n'était pas un modèle à suivre. C'était juste une énorme concentration de richesses, du grain, du bétail, des gens qui n'attendaient qu'à être récoltés. Le pillage, c'était une activité économique comme une autre. Au final, vivre en dehors de l'État, c'était souvent un choix très rationnel. On pouvait commercer avec, le piller de temps en temps, mais surtout, on vivait plus librement, on mangeait mieux, on était moins malade. Et il faut savoir que beaucoup de ces barbares étaient en fait d'anciens sujets de l'État qui avaient réussi à s'enfuir et qui préféraient de loin leur nouvelle vie. Et c'est la question qui tue, celle qui reste en suspens. L'État primitif, cette machine prédatrice et esclavagiste, a peut-être disparu sous cette forme. Mais sa logique profonde, sa volonté de tout mesurer, de tout contrôler pour mieux exploiter les ressources, est-ce que cette logique a vraiment disparu ou est-ce qu'elle s'est juste modernisée? C'est une pensée qui laisse à réfléchir.